Les spondyloarthrites. Pour commencer, les spondyloarthrites font partie du groupe des rhumatismes inflammatoires. Donc, pour savoir comme idée générale que les rhumatismes peuvent être métaboliques, comme la chondrocalcinose, la goutte, etc., dégénératifs mécaniques, l'arthrose, et inflammatoires, comme pour la polyarthrite rhumatoïde. C'est le cas aussi pour les spondyloarthrites et comme pour la spondylarthrite ankylosante spécialement. Ce sont des rhumatismes inflammatoires qui touchent le plus souvent les sujets jeunes de sexe masculin. Notez-moi bien ça, le sujet jeune, c'est entre 20 à 30 ans et de sexe masculin. Donc les spondyloarthrites, c'est tout un groupe, mais il faut savoir que ce mot-là, par exemple, spondyloarthrite, donc vous voyez, it c'est pour l'inflammation, arthrite c'est pour les articulations, l'inflammation des articulations, spondylo, c'est-à-dire il y a un groupe, et spondyle c'est les vertèbres, c'est-à-dire si je regroupe tout ça, je vais dire que c'est une inflammation des vertèbres et des articulations et ça regroupe tout un groupe, c'est-à-dire on a un groupe de caractéristiques d'affections qui sont regroupées. Pourquoi? Car elles ont des caractéristiques cliniques, biologiques, radiologiques en commun. Maintenant, si je veux parler un peu de ce groupe, je vais dire que la spondylarthrite ankylosante, c'est le chef de file. Le rhumatisme psoriasique, c'est-à-dire les patients qui ont un psoriasis risquent de développer un rhumatisme. Et dans le rhumatisme des entérocolopathies en troisième lieu, c'est-à-dire que quand on a fait les MIC ici, vous vous souvenez, on avait dit que parmi les affections extradigestives, il y a les ostéo-articulaires. Et c'est ça ce dont on parlait, c'est le rhumatisme des entérocolopathies, c'est-à-dire RCUH, maladie de Crohn, peut s'accompagner de spondyloarthrite. Très bien, et donc peut s'accompagner de ces signes de spondyloarthrite. On a aussi les arthrites réactionnelles. Donc là, pour les arthrites réactionnelles, ce qu'il faut savoir, c'est que réactionnel à quoi? Réactionnel au fait à une affection préalable, c'est-à-dire une affection qui a eu pour porte d'entrée généralement soit digestive, soit urogénitale. Mais il faut savoir que ce sont là, elles donnent des arthrites qui sont aseptiques. Ça ressemble au fait au rhumatisme articulaire aigu. Elles sont stériles, ces arthrites qui sont engendrées par cette réaction-là, par cette infection-là. Et au fait, il faut savoir que l'intervalle entre l'infection proprement dite et les manifestations ostéo-articulaires ne doivent pas dépasser un mois pour dire que c'est une arthrite réactionnelle. Il y a certains types de germes qui peuvent déclencher ces arthrites réactionnelles, à savoir par exemple pour l'urogénital, on va parler de chlamydia plus, pour le digestif, je parle de Yersinia, de Salmonelle et de Campylobacter. En fait, c'est tout un groupe de 4 bactéries qui sont plus concernés par ces arthrites réactionnelles. Je parle de chlamydia, de Yersinia, de Salmonelle, de Campylobacter. Très bien, on a bien compris ça. Maintenant, toujours, retenez que le chef de file, c'est les spondylarthrites ankylosantes, c'est-à-dire que c'est la plus fréquente parmi ces quatre-là. Parmi ces quatre-là, c'est la spondylarthrite qui est la plus fréquente de ces infections que les trois autres. Très bien. Donc, pourquoi elles sont regroupées maintenant dans ce groupe-là, dans le même groupe? Car elles ont des caractéristiques communes. On a dit clinique, biologique, radiologique. On commence par le plan clinique. Sur le plan clinique, ça va se manifester comment? Par un syndrome pelvi-rachidien. Donc, ça va toucher avec prédilection le rachis, tout ce qui est rachis cervical, dorso-lombaire. Et donc, comment ça va se manifester au fait? C'est un homme, un jeune homme de sexe masculin entre 20 et 30 ans qui vient vous voir pour des douleurs au niveau du dos de type inflammatoire, c'est-à-dire des rachalgies de type inflammatoire. Ça veut dire quoi une douleur de type inflammatoire? Ça veut dire qu'elle n'est pas de type mécanique, c'est-à-dire c'est tout le contraire. C'est que vous avez un dérouillage matinal excédant les 30 minutes, plus de 30 minutes, pour dérouiller toutes les articulations, qui n'est pas amélioré par le repos. Au contraire, il est amélioré par l'activité physique. Et il a une bonne réponse, c'est-à-dire il est amélioré aussi par les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On peut trouver des antécédents familiaux de spondylarthrite. D'ailleurs, on va parler après sur le plan biologique, on va retrouver NHLA B27, on va le voir qu'on trouve dans 80% des cas, mais qui n'est pas systématique, on le laisse après sur le plan biologique. Donc là, on va parler un peu dans le plan clinique lorsque ça touche quoi et ça donne quoi. Donc quand ça touche les articulations périphérique, ça va vous donner une oligoarthrite asymétrique prédominant en membre inférieur, c'est-à-dire oligoarthrite. Le contraire, c'est polyarthrite. C'est dans la polyarthrite rhumatoïde. Là, c'est oligoarthrite. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on va voir après qu'elle est symétrique. Là, elle est asymétrique et elle prédomine en membre inférieur. Donc, c'est un peu le contraire de la polyarthrite rhumatoïde. Ok? Voilà. Très bien, donc quand je dis asymétrique, bilatéral, c'est-à-dire vous avez par exemple la hanche droite et le genou gauche.
c'est asymétrique. Et ça prédomine aux grosses articulations, c'est-à-dire genoux, chevilles, hanches, tout ça. Ok? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, pour la polyarthrite rhumatoïde, par exemple, elle aime bien les petites articulations des mains et des pieds. Mais là, ce n'est pas le cas. Puis, en deuxième lieu, on a quand ça touche l'axe. Quand ça touche l'axe, donc là, ça va vous donner des douleurs au niveau du rachis. Le rachis, c'est l'axe, qui vont être de type inflammatoire, donc comme on l'a bien décrit auparavant. Voilà. Maintenant, on a la troisième forme que vous pouvez avoir, c'est ce qu'on appelle les anthésiques. Les formes anthésiques, au fait, c'est quoi l'anthèse? L'anthèse, c'est la zone d'insertion sur l'os, soit d'un tendon, soit d'un ligament ou bien d'une capsule. C'est le point d'insertion, c'est ce qu'on appelle anthèse. Donc là, quand il y a une manifestation anthésitique, il va y avoir une inflammation. Qui dit inflammation, il va dire douleur. Donc inflammation, douleur au niveau de l'anthèse. Et le siège le plus fréquent de toutes les anthèses qu'on a au niveau du corps, c'est les tendons. C'est le tendon d'Achille, c'est le talon, c'est les thalalgies. Ok, c'est les thalalgies. Ces thalalgies, elles peuvent être soit postéro-supérieures, quand c'est au niveau du calcanéum, et postéro-inférieures, quand c'est au niveau de l'insertion de l'aponévrose plantaire. C'est tout ce qu'il faut retenir. Postéro-supérieur, tendon d'Achille. Postéro-inférieur, insertion de l'aponévrose plantaire. Vous aurez un syndrome anthésitique, ce qu'on appelle des thalalgies, ce qu'on appelle des douleurs inflammatoires au niveau du talon. C'est clair. Voilà, donc il va vous dire j'ai mal au niveau du talon. C'est de type inflammatoire, c'est pas amélioré par le repos. Dès qu'il pose le talon sur le sol, il a mal. Des thalalgies, voilà, c'est des thalalgies inflammatoires. Très bien. Contrairement aux thalalgies mécaniques qui vont survenir à la marche ou bien à la station debout prolongée. On a bien compris ça. Très bien. Maintenant, si on veut expliquer cette allergie, en fait, il y a un processus inflammatoire. Donc, il y a un processus inflammatoire, il y a une érosion. Ok, il y a une érosion. Cette érosion, elle va détruire un peu l'os de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on aura un processus de cicatrisation, ce qu'on appelle l'ossification des tendons. Si c'est une ossification du tendon d'Achille ou de l'aponévrose plantaire, on aura l'épine calcanéenne. Si c'est l'ossification du rachis, des ligaments du rachis, ça va donner le syndesmophite. Ça, je vous parle de ça pour comprendre un peu après les signes radiologiques. Si c'est au niveau sacro-iliaque, on aura une sacro-iléite. Ça va se traduire par des douleurs fessières, soit unies, soit bilatérales, ou bien à bascule. C'est-à-dire, à bascule, c'est très 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 évocateur de la spondylarthrite ankylosante. Ok, à bascule, c'est une fois la droite, une fois la gauche. Ça bascule. Et puis, quand vous avez, donc là, je vous parle de l'inflammation. Après, il va y avoir une cicatrisation. Et cette cicatrisation va donner une ossification. Cette ossification, soit elle va donner l'épine calcanéenne, quand c'est au niveau du tendon d'Achille. Au niveau du rachis des ligaments, ça va donner les syndesmophytes. Au niveau sacroiliaque, ça va donner les sacroiléites. Et au niveau des orteils, des doigts et tout, c'est la dactylite, c'est-à-dire c'est une déformation, une tuméfaction en saucisse de tout l'orteil. Ça, on est toujours dans les généralités, ok? Très bien. Pour les syndromes extra-articulaires, là alors les manifestations articulaires la plus fréquente, c'est quoi la manifestation articulaire la plus fréquente dans la spondylarthrite ankylosante? C'est l'uvéite antérieure aiguë non granulomateuse. Ça va engager le pronostic fonctionnel, elle va mettre en jeu le pronostic fonctionnel, c'est un facteur de mauvais pronostic. On a aussi d'autres syndromes extra-articulaires, d'autres manifestations extra-articulaires, par exemple au niveau cutané ou muqueux, c'est le psoriasis, digestif, c'est les Meckel, CVH Crohn. Au niveau génito-urinaire, c'est les arthrites, surtout réactionnelles, comme on a dit, urogénitales et tout. Ok? Voilà, maintenant je vous ai dit auparavant qu'il faut chercher aussi sur le plan clinique pour tout ce groupe de spondyloarthrite, il faut chercher les antécédents familiaux de spondyloarthrite. D'ailleurs, je vous ai dit que sur le plan biologique, on va trouver de façon non constante un HLA-B27. C'est dans la plupart des cas, 60 à 80% des cas, mais il n'est pas systématiquement recherché pour le diagnostic. Donc sa seule présence ne suffit pas pour dire que voilà, c'est une spondylarthrite. Non, on va voir après les critères de diagnostic positif d'une spondylarthrite.
Pourquoi? Donc, sa seule présence ne veut pas dire que c'est une spondylarthrite parce qu'il est présent de façon normale chez des sujets sains. C'est pas d'une manière pathologique chez 6 à 8% des gens sains. Donc, quand on va dire que c'est une spondylarthrite, on va dire ça quand quand il y a les symptômes, quand il y a la clinique. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, environnementaux et tout. Et sur le plan radiologique, le signe le plus important à rechercher, c'est la sacro-iléite, qui est en commun pour toutes ces manifestations. Très bien. Très bien. Donc là, c'est bon. On a terminé avec tout ce qui est généralité sur les spondyloarthrites. Là, on va aller au vif du sujet. Pour des externes, ce qui est le plus important, c'est de retenir, d'apprendre et de comprendre la spondylarthrite ankylosante. Vu que c'est le chef de file, vu que, bon, on ne veut pas arriver vers l'ankylose, on ne veut pas arriver vers la soudure. C'est pourquoi il faut bien savoir ça, il faut bien diagnostiquer ça précocement. Donc, la spondylarthrite ankylosante, c'est le chef de file des spondyloarthrites. C'est un rhumatisme inflammatoire chronique touchant avec prédilection les structures axiales, c'est-à-dire le rachis et les sacro-iliaques. C'est tout ce qui est axe, c'est le rachis, les sacro-iliaques. Ensuite, après le rachis et les sacro-iliaques, ça peut toucher les articulations, ce qu'on appelle les atteintes périphériques articulaires, ou bien ça peut toucher aussi les anthèses. On va parler d'une atteinte périphérique anthésitique. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 types d'atteinte dans la spondylarthrite ankylosante. On a le type d'atteinte axiale, on a le type d'atteinte périphérique articulaire. Donc, pour la périphérique, il faut préciser, est-ce qu'elle est périphérique articulaire ou bien périphérique anthésitique. Il faut très bien comprendre ça. Ok, faudrait comprendre comment on peut déduire quel est le type d'atteinte dans la spondylarthrite ankylosante. Et tout ce type-là, il va être soit associé ou pas à des atteintes extra-articulaires, à des manifestations extra-articulaires. Là, je vous ai donné quelques exemples pour essayer d'apprendre comment typer une spondylarthrite ankylosante. Par exemple, vous avez quelqu'un, un homme jeune de 25 ans qui vient vous voir pour des rachalgies inflammatoires, des douleurs au niveau du talon, et il n'y a pas de manifestation extra-articulaire. Donc, comment je vais la classer ici? Je vais la classer comme une spondylarthrite ankylosante mixte, c'est-à-dire elle va toucher l'axe parce qu'il vous a dit rachalgie, donc elle est axiale, et aussi elle est périphérique anthésitique. Quand on a dit l'anthèse, c'est les thalalgies. Donc là, axiale et périphérique anthésitique, elle est mixte et sans manifestation extra-articulaire. C'est facile. L'exemple numéro 2, c'est un homme aussi qui est jeune qui vient vous voir pour des oligoarthrites asymétriques avec uvéite. On avait déjà dit que dans les manifestations périphériques articulaires, vous avez c'est des oligoarthrites asymétriques. On avait dit qu'ils aiment les grosses articulations, contrairement aux polyarthrites rhumatoïdes. Donc là, c'est une atteinte périphérique articulaire avec manifestation extra-articulaire qui est la plus fréquente d'ailleurs dans la spondylarthrite ankylosante, qui est l'uvéite. Très bien, on vient de comprendre un nouveau truc. On vient d'apprendre un nouveau truc. Pourquoi c'est très important de connaître ces types? Car le traitement, il dépend de la forme phénotypique, de cette forme de présentation. Donc, c'est très important. Par exemple, une atteinte axiale, vous allez donner les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui est le traitement de référence. S'il y a échec, on passe directement à la biothérapie. Par contre, pour l'atteinte périphérique articulaire, s'il y a échec aux AINS, je peux donner du méthotrexate. C'est comme dans l'APR. C'est pour ça que c'est important de classer le malade. Aussi, si vous avez dans ce cas par exemple une uvéite, c'est de mauvais pronostics, il faut surveiller de manière plus rapprochée, il faut taper plus fort directement dans les médicaments, les thérapeutiques, etc. Très bien. Donc la spondylarthrite ankylosante, elle touche avec prédilection les structures axiales, comme on a dit, le rachis et les sacro-iliaques, elle a tendance à l'ankylose, c'est-à-dire, comment ça? Par l'ossification. C'est la soudure des ligaments et tout. Très bien. Donc, il y a de l'inflammation, comme on a dit, puis il y aura des érosions, puis il y a des petites destructions qui vont se faire, puis ça va cicatriser en ossifiant. C'est comme ça cicatrise en ossifiant. Toute l'anthèse, tous les ligaments ou le tendon. Donc, ça s'ankylose par la suite en affectant principalement les sujets jeunes de sexe masculin. Ça évolue par poussée-rémission. Le patient, il est là, il est en poussée, il ne va pas bien du tout, exemple pendant une semaine, puis il rentre en rémission. Des fois, même sans traitement, il peut rentrer en rémission. Des fois, il y a une poussée prolongée, tout dépend.
Mais il faut savoir que c'est très très important de rechercher les antécédents de spondylarthrite ankylosante ou bien de spondylarthrite tout simplement, même si c'est un autre type, car c'est un argument diagnostique supplémentaire qui est en faveur. Donc pour la clinique, on a dit qu'il faut classer le patient, ok. On a dit ça touche le rachis, oui, les sacro-iliaques, mais c'est surtout les articulations des membres inférieurs, les grosses articulations. Il faut classer le patient. Est-ce qu'il a une atteinte axiale, périphérique articulaire ou bien périphérique anthésitique? Donc là, c'est un peu pour dire pourquoi on classe, car la thérapeutique change. Quand c'est axial, je donne INS, si échec directement biothérapie, c'est les anti-TNF-alpha. Si c'est périphérique articulaire, je donne les INS, si échec, c'est le méthotrexate, comme dans la PR, ou bien on peut donner aussi le salazopyrine, sulfasalazine. C'est un autre immunosuppresseur. Si échec, on donne la biothérapie. Pour la périphérique anthésitique, AINS, plus ou moins, on ajoute l'infiltration corticoïde. Et puis là, si on a un échec, on passe à la biothérapie. Très bien, ça c'est juste pour vous expliquer mieux le truc. Très bien. Maintenant, on avait dit qu'on a un syndrome pelvirachidien, c'est le plus fréquent. Il est assez constant dans la spondylarthrite ankylosante. Dans plus de 90% des cas, vous allez le trouver. Il est inaugural. Donc, vous voyez le rachis. On sait le rachis. On a le rachis cervical, dorsal, lombaire. La spondylarthrite ankylosante, elle adore le lombaire et tout ce qui est sacro-iliaque. Donc, retenez-moi ça. Lombaire, sacro-iliaque. Donc, le patient, il vient vous voir, il va vous dire j'ai mal, j'ai des douleurs au niveau du rachis lombaire qui irradie au niveau des fesses, des fois la fesse droite, des fois la fesse gauche, et c'est de type inflammatoire, c'est-à-dire un dérouillage matinal supérieur à 30 minutes, qui est non amélioré par le repos. Quand je fais mes occupations, je vais bien. Ça le réveille la nuit, vers 2h, 3h du matin, la deuxième partie de la nuit. Il a des rachalgies inflammatoires lombaires qui irradient vers les fesses, des fois la droite, des fois la gauche, et il n'y a pas de facteur déclenchant. C'est-à-dire, il n'y a pas de soulèvement de charge avant qu'il ait cette douleur, des charges lourdes ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de facteur déclenchant. Au début, les douleurs elles vont évoluer par crise, poussée, rémission. Le rythme des douleurs, il est inflammatoire. Elle le réveille la deuxième moitié de la nuit vers 2h, 3h du matin. Pourquoi au fait? Car les corticoïdes, le cortisol, il baisse. Là, c'est le pic où il baisse. Là, il a la baisse. Il baisse vraiment dans la deuxième partie de la nuit, le cortisol. Donc, il aura mal. Il aura des rudeurs matinales, comme on a dit, des rouillages matinales quantifiables qui est supérieur à 30 minutes. C'est ça, c'est le syndrome pelvirachidien, tout simplement. Je ne peux pas expliquer mieux que ça. Voilà, donc vous avez l'atteinte, d'abord on a dit du rachis dorsolaire, puis s'il n'y a pas de traitement, il va évoluer vers le dorsal, vers le cervical. On va parler de quoi? D'une évolution ascendante. Elle commence par le bas, ensuite ça monte. Par contre, dans le rhumatisme psoriasique par exemple, là c'est juste pour vous dire qu'il y a des caractéristiques pour chaque groupe. Là, le psoriasique, ça commence par le cervical, puis ça descend. Une évolution descendante. C'est des particularités pour chacune. Retenez-moi bien, spondylarthrite ankylosante, évolution ascendante. C'est très important. Voilà, on a l'inflammation aussi des sacro-iliaques. C'est l'inflammation, en fait, de l'articulation entre le sacrum et l'os iliaque. Ça se traduit par des fessialgies, par des douleurs au niveau des fesses, soit unilatérales ou bien bilatérales, ou bien à bascule, qui est très évocateur. Je reviens toujours sur ces notions pour bien retenir le cours. J'espère que vous allez le retenir. Atteinte sacro-iliaque, donc, c'est les fessiers. Des douleurs hautes qui vont irradier, on a dit, vers la face antérieure de la cuisse ou bien postéro-externe sans dépasser le genou. C'est-à-dire, pourquoi on dit ça? Car ça peut mimer une douleur d'origine lombo-sciatique. Mais là, c'est inflammatoire. Donc, quand vous faites tout votre examen, ça vous oriente vers l'inflammatoire et non pas vers tout ce qui est neuro et lombo-sciatique. Pourquoi? Car là, il y a le sans facteur déclenchant. Le sans facteur déclenchant, ça vous oriente.
Voilà, elles peuvent être aussi à l'origine d'une boiterie. On a bien parlé de tout ça. Maintenant, on va voir un peu en détail l'atteinte lombaire. L'atteinte lombaire, on a dit qu'elles sont, je peux dire, constantes. C'est quoi en fait? C'est des lombalgies inflammatoires qui sont quasi constantes. À l'examen clinique. On va retrouver quoi? À l'inspection, l'attitude antalgique, il essaye de se courber un peu en avant, mais c'est surtout la raideur qui est frappante. L'indice de Schauber, faut le calculer, il sera limité. C'est au fait quoi? C'est la limitation de l'antéflexion qui peut s'évaluer par le doigt-sol, distance doigt-sol. On a un syndrome rachidien, la raideur, toujours pelvirachidien, c'est l'augmentation de la distance doigt-sol des centimètres doigt-sol. L'atteinte dorsale, quand ça évolue depuis longtemps, ça peut monter et vous donner une atteinte dorsale ou cervicale. L'atteinte thoracique, il peut vous dire j'ai mal à la face antérieure ou carrément avoir des arthrites au niveau du thorax, car on est d'accord qu'il y a des articulations à ce niveau, chondrocostales, manubrio-sternal, etc. Donc là, vous allez faire l'indice de Hertz, c'est-à-dire l'ampliation thoracique qui sera diminuée. Ça peut donner carrément un syndrome restrictif quand ça évolue depuis longtemps et le patient n'est pas traité. Pour l'atteinte cervicale, des cervicalgies de type toujours inflammatoire, elles sont rares à la phase initiale. Voilà. Donc, cliniquement, vous allez voir la distance occiput-mur pour l'extension. Flexion, c'est le montant sternum. Montant acromion pour les inclinaisons. Tragus acromion pour les rotations. Ça, c'est un peu pour l'examen au niveau cervical. Au fait, il y a une silhouette qui est caractéristique de celui qui a une spondylarthrite ankylosante. Lorsque le patient n'est pas traité, il est mal suivi, il ne consulte pas, ça va s'ossifier. Donc, il sera totalement ankylosé. Ok, il aura une silhouette particulière. Avec une antéversion cervicale, une syphose dorsale, l'antéprojection de la tête, l'augmentation de la syphose dorsale, euh, l'effacement de la lordose lombaire, donc normalement il y a un creux. Et aussi vous aurez un fléchissement du genou. Donc lorsque vous voyez un patient comme ça, qui est toute cette attitude-là, c'est sûr qu'il a une spondylarthrite ankylosante et malheureusement on en voit toujours en consultation et parfois c'est des sujets jeunes. Là c'est un peu pour toutes les atteintes, on va dire axiales. Maintenant on va passer aux atteintes articulaires périphériques. Donc j'ai commencé par l'articulation de la hanche car ça peut engager le pronostic fonctionnel, ça peut évoluer vers une coxite destructrice. L'arthrite donc de la hanche, en fait c'est la hanche, l'articulation de la hanche c'est une articulation qui est profonde. Vous n'allez pas avoir les signes inflammatoires locaux, la rougeur, la tuméfaction, la chaleur de l'inflammation. Non. Pourquoi? Parce que c'est une articulation qui est profonde. C'est comme l'épaule. Donc vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une limitation des mouvements. Vous allez avoir une douleur inguinale. Vous allez avoir une boiterie. Donc vous allez avoir tout ça. Si vous avez une atteinte des hanches, c'est comme une atteinte des yeux en fait. C'est un facteur de mauvais pronostic. Parce que le pronostic fonctionnel, il est mis en jeu. Et ça peut évoluer même vers la coxite destructrice, vers l'indication chirurgicale, vers le remplacement prothétique. C'est la prothèse totale de la hanche. Et puis, vous pourrez avoir une atteinte des épaules. Vous pouvez avoir une atteinte des épaules, pieds, chevilles, genoux. C'est les articulations qui sont le plus souvent touchées. C'est les articulations du membre inférieur, ok? C'est les articulations du membre inférieur qui sont le plus souvent touchées. Pour les pieds, c'est quoi? C'est la dactylite. C'est les orteils en saucisse et tout. Voilà, donc pour ce qui est... c'est quoi au fait dactylite et tout? C'est un gonflement inflammatoire de tout l'orteil. C'est très évocateur des spondylarthrites ankylosantes. Donc, pour résumer, les atteintes articulaires périphériques, elles seraient plus fréquentes chez la femme que chez l'homme. Là, c'est juste une constatation. On a les oligoarthrites asymétriques le plus souvent, prédominant aux grosses articulations des membres inférieurs, c'est-à-dire hanche droite, genou gauche, par exemple, cheville droite, hanche gauche, c'est asymétrique, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde où elle est bilatérale et symétrique. L'atteinte de la hanche, c'est la plus fréquente, malheureusement. Elle est précoce, bilatérale. Elle représente un élément important du pronostic fonctionnel.
La clinique, c'est des douleurs inguinales au niveau du pli inguinal, c'est des douleurs de type inflammatoire. Et lorsque vous faites l'examen clinique, vous allez trouver une limitation, une douleur à la mobilisation des hanches et une boiterie, tout simplement. L'atteinte des pieds, plusieurs orteils en saucisse dactylite qui est caractérisée par un gonflement inflammatoire de tout l'orteil. L'aspect, il est très évocateur. La dactylite, c'est très 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 évocateur des spondyloarthrites. C'est comme l'effet Saggio fait à bascule. On a terminé avec les atteintes articulaires périphériques. Il faut retenir que c'est une oligoarthrite asymétrique touchant les grosses articulations des membres inférieurs. On a la dactylite. Le pronostic fonctionnel est égal à la hanche. Et on a c'est un syndrome pelvirachidien à retenir. Donc pelvirachalgie, siège lombaire et atteinte des sacro-iléites. Sacro-iliaque, sacro-iléite. C'est tout ce qu'il faut retenir. Maintenant, on est arrivé à l'atteinte anthésitique. Donc, on a dit les thalalgies, soit postéro-inférieures ou inférieures, soit les deux. Unies ou bilatérales, caractérisées par de caractère inflammatoire. Les autres localisations non fréquentes, vous avez les tubérosités tibiales antérieures, surtout c'est les formes juvéniles, rotules, le bassin, le grand trochanter et tout. Là où il y a au fait insertion sur enthèse d'un tendon, d'un ligament, d'une capsule, vous pouvez avoir l'atteinte anthésitique. Mais le siège le plus fréquent, c'est le talon. Ok. Après, on a les manifestations extra-articulaires. Donc là, vous avez les manifestations ophtalmologiques. La plus fréquente, on a dit, c'est l'uvéite antérieure aiguë non granulomateuse. Et en deuxième lieu, vous pouvez avoir une atteinte cardiaque, c'est surtout l'insuffisance aortique. Il faut faire donc un ECG de façon systématique parce qu'on peut avoir des troubles du rythme, des troubles de conduction. Donc vous avez insuffisance aortique, trouble du rythme, trouble de la conduction, ECG systématique. Pour les troubles du rythme et de la conduction, généralement, c'est les formes anciennes qui évoluent depuis longtemps, mais vous pouvez les avoir. Donc, on ne sait jamais, ça ne vous coûte rien de faire un ECG. L'atteinte musculaire, neurologique, les signes généraux, on peut avoir de la fièvre et tout. Atteinte osseuse, c'est surtout l'ostéoporose. Atteinte digestive, atteinte pulmonaire, on avait dit déjà syndrome restrictif. On peut avoir aussi une pneumopathie inflammatoire interstitielle. Et atteinte rénale, c'est l'amylose. Voilà. Et puis, donc là, on va s'attarder sur tout ce qui est plus fréquent. Donc, on va voir d'abord dans l'atteinte ophtalmologique l'uvéite antérieure aiguë non granulomateuse. C'est la plus fréquente. Évolution, elle est indépendante, c'est-à-dire on peut avoir un patient en rémission sur le plan rhumatologique, mais il fait des uvéites. Elle est unie ou bilatérale, elle est récidivante, même sur le même œil, ou bien sur l'autre œil. Cliniquement, ça se manifeste par un œil rouge douloureux, baisse de l'acuité visuelle, un flou, une photophobie, un larmoiement, etc. Il faut demander les antécédents. Voilà, un patient, il vous fait une rougeur auriculaire en urgence, on l'envoie vers l'ophtalmologue. Et si vous diagnostiquez une spondylarthrite ankylosante, euh, prévenez-le de ce risque. Ok. Si vous allez lui dire, si vous avez une baisse d'acuité visuelle, une douleur, une rougeur au niveau des yeux, vous devez consulter en urgence chez un ophtalmo. Ça peut être un mode aussi de découverte de spondylarthrite ankylosante. En fait, il faut savoir que c'est une urgence thérapeutique, ok. Voilà, en fait, c'est la manifestation la plus fréquente. L'évolution, elle est indépendante, s'exprime par rougeur, vision floue, baisse de l'acuité visuelle, douleur, photophobie, le plus souvent modérée, peuvent passer inaperçus, fréquents sur le même œil ou bien sur l'autre œil. Un retard de la mise en route du traitement et des récidives peuvent être à l'origine de séquelles, notamment le glaucome, les synéchies origocristalliennes et même jusqu'à la cécité. Très bien. Pour l'atteinte cardiaque, on a les atteintes valvulaires, on avait dit surtout l'insuffisance aortique, des troubles de la conduction, c'est surtout un bloc auriculo-ventriculaire, troubles du rythme, ils sont plus rares, il faut juste faire un ECG. Pour les péricardites, elles sont exceptionnelles. L'atteinte pulmonaire, altération de la mécanique avec un syndrome restrictif dont il faut faire une EFR, c'est surtout les formes anciennes, ankylosantes, donc ils n'arrivent pas à faire on va dire, la respiration convenablement.
La maladie fibrobuleuse apicale, en fait, c'est juste pour dire qu'elle est très caractéristique de la spondylarthrite ankylosante. Mais moi, ne me retenez pas ça. Retenez-moi juste qu'il y a un risque de syndrome restrictif et une atteinte inflammatoire parenchymateuse, un syndrome interstitiel. Pour ce qui est de la biologie, vous avez, comme c'est un mécanisme inflammatoire, donc vous aurez un syndrome inflammatoire. Il faut savoir que la CRP, elle vous renseigne plus sur l'évolutivité de la maladie que la vitesse de sédimentation, que la VS. En fait, pour la polyarthrite rhumatoïde, le syndrome inflammatoire, il est très important. Vous allez avoir une VS qui est très accélérée, CRP très accélérée. Ici, c'est modéré. C'est un syndrome inflammatoire modéré, donc vous allez trouver une VS légèrement accélérée. Et la CRP, c'est elle qui est le critère le plus fiable pour dire si la spondylarthrite ankylosante est évolutive ou pas. Pour le HLA-B27, le B27 n'est ni suffisant ni nécessaire pour poser le diagnostic. Il est utile lorsqu'on doute, il y a assez d'arguments, mais on n'est pas sûr, ça peut nous aider. C'est un argument supplémentaire. Voilà. Et puis, le bilan immunologique, il est négatif. Pourquoi on l'a mis ici? C'est pour le diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde. Pour l'imagerie, on est arrivé à l'imagerie, on commence toujours par les radiographies standards. Ensuite, la TDM, ensuite on passe à l'IRM. Parfois, l'IRM, elle est demandée avant la TDM pour ce qui est de la spondylarthrite ankylosante, les spondylarthrites en général. Les radios à demander, très très important. On a en premier lieu radio du thorax de face. C'est systématique le téléthorax. Pour rechercher une manifestation extra-articulaire, pour rechercher une infection pulmonaire, on a dit les manifestations systémiques, on peut avoir des signes généraux, la fièvre, etc. Donc ça peut vous poser un diagnostic différentiel avec une infection. Aussi, on le fait pour envisager le bilan pré-thérapeutique. Car si vous voulez mettre du méthotrexate ou de la biothérapie, vous avez la radio des poumons du thorax qui est prête. Car si vous avez une affection pulmonaire, vous ne pouvez pas mettre du méthotrexate, c'est contre-indiqué. Ok ? Radio du bassin en deuxième lieu, debout de face, pour chercher une sacroïléite. Lorsque vous doutez pour les sacroïléites, on peut rajouter une incidence pour les sacroiliaques. Mais aussi, on a pour rechercher l'atteinte de la hanche. C'est systématique aussi. Tout est systématique ici. On a, quatrièmement, c'est la radio du rachis dorso-lombaire de face et de profil. Cinquièmement, c'est les radios des pieds, les talons, les talalgies. Et sixièmement, c'est les radios des articulations touchées ou atteintes. Si vous avez un genou atteint, vous demandez donc radio du genou tout simplement. Ces radios à demander systématiquement sont à apprendre. Je répète, radio du thorax de face, radio du bassin debout et face, incidence des sacroiliaques, radio du rachis dorso-lombaire face et profil, radiographie des arrière-pieds, talalgie et radiographie des articulations atteintes. Voilà, j'ai bien dit, on a 6 radiographies à demander systématiquement chez quelqu'un chez qui vous suspectez donc une spondylarthrite. Maintenant, les signes radiographiques, les signes radiologiques. Ok. Sur le plan axial, pour le rachis, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des syndesmophytes, le rail médian, le pan osseux, mise au carré de la vertèbre, colonne bambou, spondylite antérieure de Romanilus, condensation des plateaux. C'est-à-dire là, un seul suffit. Si vous trouvez un seul de ces signes-là, vous pouvez dire que c'est une spondylarthrite ankylosante, mais ça ne veut pas dire que vous allez les trouver. Et d'ailleurs, durant les premiers mois, vous pouvez avoir des radiographies totalement normales. Notez bien, on va dire un peu la description de chacun de ces signes. Syndesmophyte, c'est quoi? C'est une petite ossification qui est verticale, fine, régulière. Ça suit au fait le ligament, contrairement aux ostéophytes de l'arthrose qui sont horizontales, grossiers et irréguliers. Le syndesmophyte, quand il se lie avec un autre syndesmophyte, ça se forme. Donc, vous avez 2 vertèbres voisines qui se soudent entre elles, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un pan osseux. C'est 2 syndesmophytes qui se lient entre eux. C'est l'ossification, en fait, du ligament longitudinal antérieur anatomiquement. L'image en rail médian, c'est quoi? C'est l'ossification du ligament interépineux. Mise au carré de la vertèbre, c'est l'ossification du bord antérieur du corps vertébral. Il n'y a plus de concavité. La colonne bambou, c'est l'ossification de tous les ligaments interépineux, latéraux, jaunes, etc.
Là, c'est quand elle est ancienne. Vous avez trouvé une colombe bambou quand elle est ancienne, quand elle évolue depuis 20 ans, 30 ans. C'est-à-dire, c'est pas que quelqu'un vous donne un cas clinique qui vous dit depuis 6 mois, il a des thalalgies, des rachalgies. Il va vous dire, vous trouvez quoi sur le plan radiologique? Vous allez dire colombe bambou, c'est faux. Colombe bambou, c'est après 20 ans, 30 ans, s'il vous plaît. Spondylite antérieure de Romanilus, une petite érosion du pan antérieur de la vertèbre. Voilà. Donc, quand ça s'ossifie, ça va donner la mise au carré de la vertèbre. La condensation des plateaux, c'est tout simplement plateau vertébral condensé, tout simplement. Pour ce qui est du rachis cervical, vous pouvez trouver aussi un pan osseux, l'ankylose des interapophyses, les interapophyses postérieures. Pour l'arrière-pied, c'est les épines calcanéennes, le blindage postérieur du calcanéum. Très bien. Très bien. Pour les sacroiléites, c'est une coccyte destructrice, pincement de l'interligne coxofémorale. Donc là, vous avez le stade 4, il est chirurgical. Sacroïlite, au fait, c'est une condensation. Stade 4, c'est une fusion carrément du sacrum allociliaque. Et on ne verra plus d'interligne sacroiliaque. Il y a une fusion totale du sacrum allociliaque. C'est une sacroiléite stade 4. Il y a des stades selon l'efficace. L'efficace, ça veut dire quoi? Effi, c'est élargissement du flou de l'interligne des sacroiliaques. C'est le stade 1. Le stade 2, c'est l'irrégularité, les érosions des berges. Stade 3, c'est le C, c'est la condensation efficace. C'est le C, c'est la condensation. Et stade 4, c'est l'ankylose. Tout simplement, c'est pas important de retenir l'efficace. Juste, il faut savoir que la sacroïlite, elle est typiquement bilatérale, parfois asymétrique. Asymétrique. Elle peut être asymétrique. Elle passe par 4 stades. Pour l'IRM, pourquoi? Elle permet de faire un diagnostic précoce. Je vous explique. Au stade du début, lorsque le patient vient et fait une spondylarthrite ankylosante, elle évolue depuis 3 mois, 6 mois. Vous n'allez pas trouver, comme j'ai dit, les signes radiographiques. Ni au niveau des sacroiliaques, ni au niveau du rachis, parce que c'est récent. Les lésions structurales, elles mettent du temps pour s'installer. Et l'IRM, elle fait quoi? Elle permet de faire un diagnostic précoce. Donc demander une IRM des sacroiliaques s'il y a des féssalgies inflammatoires. IRM du rachis s'il y a lombalgie inflammatoire. Tout dépend. Après, les radios standards, bien sûr. Ok, c'est après les radios standards, bien sûr. Plus la clinique. Si tout est normal et qu'il y a une clinique, on va demander une IRM et non pas une TDM. Pourquoi? Car la TDM, c'est comme les radios standards. TDM, c'est plus pour l'os. Ça nous montre plus les structures osseuses. Donc, on a dit tout ce qui est osseux, tout ce qui est structural, les lésions prennent du temps pour s'installer. Donc, ça ne sert à rien de demander une TDM, mais c'est mieux de demander une IRM. Elle permet de mieux voir les parties molles. Donc, ça donne de l'œdème, un peu les signes indirects, l'œdème osseux et tout. Donc là, on a écrit hyposignal T1, hypersignal T2. Ne retenez pas ça. Retenez. Si les radios sont normales, on fait une IRM pour rechercher une inflammation. Et retenez aussi qu'au départ, on n'a pas de lésion radiographique. La spondylarthrite ankylosante, elle évolue de façon ankylosante. Je vous dis, la spondylarthrite ankylosante qui évolue depuis 3 mois. Qu'est-ce que je retrouve à la radio? Vous n'allez pas me mettre syndesmophite, pont osseux, rail médian. Les radios, elles seront sans anomalie. Si ça évolue depuis 1 mois, 2 mois, voire à 6 mois, on peut trouver des érosions de sacroiliite. Voilà. Maintenant, on a des critères pour retenir le diagnostic de spondylarthrite ankylosante. C'est les critères ASAS. Je vais vous montrer le tableau après. Donc, par exemple, pour la tête périphérique, s'il a une arthrite et au moins un des critères, on va les montrer, on peut retenir le diagnostic d'une spondylarthrite ankylosante. C'est des critères. Pour l'axial aussi, sacroiliite à la radio ou bien à l'IRM, au moins un des critères. Mais c'est pas très important. Pour l'évolutivité,
Pour vous, c'est pas très important les critères. L'évolution, le pronostic, c'est poussée-rémission. Et l'évolution des symptômes, elle est comment? Pelviargitine, elle est ascendante. Le pronostic vital, qu'est-ce qui le met en jeu? C'est les atteintes systémiques, surtout cardiaques, pulmonaires et rénales, aussi neurologiques s'il y a une compression médulaire au niveau cervical ou bien de la queue de cheval. Le pronostic fonctionnel, c'est la hanche et les yeux. C'est l'atteinte des hanches et l'uvéite. Comment évaluer la spondylarthrite anchylosante? Il y a des critères cliniques, biologiques, radiologiques. Comment on évalue aussi l'activité cliniquement, par exemple, c'est par la raideur, le Schaubert, distance doigt-sol, doigt-malléole, dérouillage matinal, est-ce qu'il se réveille la nuit? La douleur aussi, on l'évalue par l'échelle de visualisation analogique, le VA. Est-ce qu'il a des douleurs? Biologiquement, c'est la CRP, on a dit c'est le meilleur critère d'évolution. Si elle est active ou pas, on a aussi des indices qu'on calcule comme ça au téléphone. Le BASD, le BASFI. BASFI, c'est pour le retentissement fonctionnel. On a l'ASDAS aussi. S'ils sont supérieurs à ça, c'est qu'elle est active. C'est juste, faut savoir que on a on va dire, on a des indices d'activité qu'on calcule sur téléphone. C'est tout ce qu'il faut savoir pour vous. Ne retenez pas ça. Voilà. Et puis pour le traitement, donc on a déjà parlé, vous avez deux volets, traitement non pharmacologique et traitement pharmacologique. Donc pharmacologique, non pharmacologique, il est très important, ok. Pour éviter l'enraidissement, pour éviter l'ankylose, pour éviter le retentissement fonctionnel, c'est la rééducation fonctionnelle, j'insiste sur ça, vous envoyez le patient en MPR pour qu'il fasse des étirements musculaires, des étirements des membres, une gymnastique respiratoire pour éviter le syndrome restrictif et tout. Mais lorsqu'il a mal, lorsqu'il est en poussée, il va faire aucun mouvement, c'est juste la physiothérapie et le massage. Il faut savoir comment rééduquer en phase de poussée et en phase de rémission, c'est pas la même chose. En dehors des phases douloureuses, il va faire du sport. Et puis, il faut conseiller la natation. C'est un excellent sport pour la spondylarthrite ankylosante. Natation. Et arrêt du tabac, c'est très important. Ici, l'arrêt du tabac, le tabac, c'est un facteur qui va vous déclencher la maladie. C'est un facteur de mauvais pronostic. Ça va donner des lésions structurales et c'est un critère de mauvaise réponse au traitement. Donc, si le patient fume, il va moins répondre ou ne pas répondre du tout au traitement. Pour le traitement pharmacologique, donc traitement non pharmaco, retenez, rééducation fonctionnelle, natation, arrêt du tabac. Traitement pharmacologique, les AINS, c'est le traitement de référence. Donc le traitement, c'est quoi le traitement de référence de première intention dans la spondylarthrite ankylosante, quelle que soit la forme, c'est les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, bien sûr en l'absence de contre-indication. Quand vous avez du Crohn, du RCUH, vous n'allez pas donner des AINS. Ça ne répond pas aux AINS. Maintenant, s'il a une forme axiale, on passe directement à la biothérapie. Périphérique articulaire, on essaye des infiltrations aux corticoïdes, on essaye du méthotrexate. Si ça échoue, c'est la biothérapie. Périphérique anthésitique, on essaye les infiltrations si échec biothérapie. Il faut savoir qu'on peut associer les AINS, mais le but, on peut associer la biothérapie aux AINS, mais c'est quoi le but de la biothérapie en fait? C'est d'arrêter ou d'éviter les AINS. Car au long terme, il y a des effets secondaires. Donc, il faut savoir que c'est des rhumatismes chroniques. Il doit prendre des AINS au long cours. Il aura donc des effets secondaires. Donc, c'est quoi le but de la biothérapie? C'est d'arrêter les AINS, mais il peut les prendre de temps à autre pour calmer les poussées. Il n'y a pas de souci. Les AINS, c'est le traitement de base pour toutes les formes, quelles qu'elles soient, axiales ou bien périphériques. On le donne où? C'est quand qu'on le donne? On le donne au moment des poussées, à dose minimale efficace pour couvrir la nuit et le dérouillage matinal. C'est-à-dire avant de se coucher, il va prendre. On le revoit après 15 jours de sa poussée. Après, s'il a bien répondu, c'est bon. C'est-à-dire on est dans la classe d'AINS à laquelle il répond bien. Donc, il faut la donner à des doses efficaces pour couvrir, on a dit, la deuxième moitié de la nuit et la période matinale.
faut chercher pour chaque patient les meilleures classes thérapeutiques parce qu'il y a plusieurs familles d'AINS. Voilà, après, sinon, on change de classe d'AINS. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de nombre bien défini de changement d'AINS avant de passer à la biothérapie. Ça, c'est selon les recommandations 2022. Donc, il n'y a pas de nombre précis où on change les AINS, ok? Mais si, par exemple, votre patient, il a des atteintes de hanches, on ne va pas s'amuser. Une fois, on va donner une fois l'AINS, s'il ne répond pas, on passe à la biothérapie. Donc, tout dépend des facteurs de mauvais pronostic. Mais s'il n'a pas de facteur de mauvais pronostic, pas d'ankylose, pas de raideur, c'est partiel et tout, vous avez le droit de changer autant que vous voulez d'AINS jusqu'à trouver la classe à laquelle il répond plus votre patient. S'il n'a pas de facteur de mauvais pronostic, pas d'ankylose, pas de raideur, c'est partiel, vous avez le droit de changer autant que vous voulez. En cas de douleur, bien sûr, il prend ses AINS. S'il n'a pas de douleur, il ne prend pas. Si la maladie est active, c'est-à-dire active comment? C'est-à-dire CRP positif, élevé, syndrome inflammatoire, VS, et base D, ASDAS, donc tous les indices qu'on a dit qui sont supérieurs aux valeurs qu'on a déjà données. Donc là, vous donnez un AINS, puis tout dépend de la forme, plus ou moins infiltration. Si vous êtes devant une atteinte axiale, vous passez directement à la biothérapie, si c'est toujours actif. Atteinte périphérique, c'est toujours actif, c'est-à-dire c'est un échec aux AINS. Atteinte périphérique articulaire, méthotrexate. Si ça ne répond pas au méthotrexate, on donne la biothérapie. Donc là, il y a des critères. Atteinte articulaire périphérique, AINS, il y a un échec, méthotrexate, échec. Et que le nombre d'articulations gonflées douloureuses il est supérieur ou égal à 3, là vous êtes de droit de donner de la biothérapie. Pour les formes anthésiques, vous avez donné des AINS plus ou moins infiltration, il y a un échec, le patient il a mal avec une échelle EVA supérieure ou égale à 4, là vous êtes en droit de donner donc la biothérapie. Tout simplement. Retenez, AINS c'est le traitement de référence, rééducation fonctionnelle, arrêt du tabac, natation. Donc là, bien sûr, vous pouvez ajouter des antalgiques, pas de souci. S'il y a un échec aux AINS, tout dépend de la forme. Soit on va donner plus ou moins infiltration corticoïde, échec biothérapie, soit axiale directement biothérapie, soit articulaire, c'est elle qui ressemble à la polyarthrite rhumatoïde, je passe à méthotrexate s'il y a échec et que j'ai un nombre d'articulations gonflées douloureuses supérieur ou égal à 3, pas très très important pour vous, je passe à la biothérapie tout simplement. Là, je vous montre, vous voyez ça, c'est l'attitude qu'on a dit, donc de quelqu'un qui a une spondylarthrite ankylosante stade avancé. Là, vous voyez la dactylite. Là, c'est par rapport à l'uvéite, l'urgence thérapeutique. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, la syndesmophite, le rail médian. Là, c'est pour un peu comprendre la colonne bambou, vous voyez comment c'est soudé. Là, c'est la spondylite antérieure de Romanilus. Là, quand c'est cervical, l'ankylose des interapophysaires postérieurs. Au niveau du rachis cervical. Là, c'est les critères ASAS, comme je vous ai dit. Par exemple, si vous avez pour la périphérique l'arthrite plus 1 ou bien 2 de ces critères-là, vous avez votre diagnostic positif. Là aussi, l'axial, si vous avez par exemple HLA-B27 plus 1 des critères, vous êtes dans votre diagnostic positif. C'est juste voilà, des critères. Il y a d'autres critères à mort. Là, c'est pour l'évaluation. J'ai dit, il y a ces indices-là qu'il faut calculer, tout simplement. Là, on va faire quelques QCM. Donc, premier QCM, le groupe des spondylarthrites comprend. Donc là où les réponses fausses. Le rhumatisme thoracique, oui. L'arthrite réactionnelle, oui. L'arthrite septique, non. La spondylarthrite ankylosante, oui. La spondylarthrite ankylosante, oui. Et la maladie de B7, non. Donc, quelles sont les réponses fausses? C'est C et E. Très bien. QCM2, les manifestations rhumatologiques.
Réponse fausse. Lombalgie inflammatoire, oui. Polyarthrite bilatérale et symétrique, c'est faux. Donc là, c'est faux, c'est asymétrique. Et c'est une oligoarthrite. Thalalgie inflammatoire, oui. Œil rouge douloureux, c'est pas des manifestations rhumatologiques, mais extra-rhumatologiques, c'est ophtalmologique, attention. Céphagie à bascule, oui, et c'est caractéristique. Donc, quelles sont les réponses fausses? C'est la B, car c'est asymétrique, et la D, car c'est des manifestations extra-rhumatologiques et non rhumatologiques, c'est un piège. Si on vous dit quel est le gène impliqué, c'est le HLA-B27. Quel est le traitement de référence dans les spondylarthrites ankylosantes? C'est les INS. Très bien. Là, on a un petit cas clinique. Vous avez un homme de 30 ans qui présente des lombophésalgies depuis 6 mois, un dérouillage matinal supérieur à 1 heure. À l'examen clinique, il présente une arthrite du genou droit et de la cheville gauche. Vous voyez, c'est pas symétrique. Donc, quel est votre diagnostic? C'est une spondylarthrite ankylosante. Quelle est sa forme? Donc, c'est dans sa forme mixte, car on vous a dit lombophésalgie. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est axial, mais en même temps, genou et cheville et tout. Donc là, c'est périphérique articulaire. Donc lombophésalgie, c'est sacro-iliaque et rachis, c'est axial. Et vous avez genou droit, cheville gauche, c'est périphérique articulaire. Quel est le bilan biologique à demander? Donc, il faut demander une VSCRP, une formule, pour voir s'il y a une cytopénie, un syndrome inflammatoire, cytopénie, rénale, urécréa, hépatique aussi, azatalate, gamma-GT, phosphatase alcaline. Donc, tout ça. Pourquoi? Car c'est au fait le bilan préthérapeutique des INS. Donc, s'il a une cytolyse hépatique, une insuffisance rénale et tout, vous n'allez pas donner. Et aussi pour le diagnostic différentiel, les infections, les hépatites, etc. Et vous avez l'électrophorèse des protéines sériques aussi, il faut la demander pour voir si c'est chronique ou aigu. Très bien. Quelle manifestation systématique recherchez-vous? C'est l'uvéite en premier lieu. Ok. C'est-à-dire la clinique, vous aurez l'œil rouge douloureux et tout. L'atteinte cardiaque, vous faites un ECG. Et l'atteinte pulmonaire, c'est la radiographie du thorax. Très bien, déjà, si vous dites ces trois-là, c'est bien. Voilà. Est-ce que vous donnez le méthotrexate? Non. Pourquoi? Car déjà, on ne le donne pas en première intention. C'est un traitement de deuxième intention en cas où il y a échec aux INS. Et c'est pour l'atteinte périphérique articulaire. Donc, il n'agit pas sur l'atteinte axiale. Il n'agit pas sur l'atteinte axiale. Voilà, donc pourquoi? Car on commence, peu importe la forme, par les INS, même si c'est articulaire pur. Puis, s'il y a échec, on donne le métaux. Et là, ce n'est pas pur. Très bien. Quels sont les signes radiologiques à rechercher? Attention, on a dit depuis 6 mois. Donc là, c'est sacro-iléite uniquement à 6 mois. On peut faire bien sûr une IRM, mais si on n'est pas sûr, à la radio standard et à la clinique. Sinon, c'est pas la peine de la faire. D'autres QCM. Les spondylarthrites regroupent toujours réponse fausse. Vous avez syndrome de Gojars-Sjogren, c'est faux. Spondylarthrite ankylosante, c'est juste. Syndrome Fessel-Léry-Fischer, celui-là, c'est l'arthrite réactionnelle, c'est juste. Rhumatisme des entérocolopathies, c'est juste. Et psoriasique, c'est juste. Donc la première réponse, c'est elle qui est fausse. Les signes en faveur d'une spondylarthrite ankylosante, donc vous avez adulte jeune de sexe masculin, oui. Lombophésalgie inflammatoire, oui. Dactylite, oui. Sécheresse oculo-buccale, non, c'est surtout pour la PR. Et la bonne réponse aux corticoïdes, c'est faux. Aux INS. Citez 2 signes radiologiques d'une spondylarthrite ankylosante. Donc vous avez rail médian, colonne bambou, sein desmophyte, etc. Sacroiliite aussi. Quels sont les traitements de référence d'une spondylarthrite axiale? C'est les INS. Si échec, vous avez la biothérapie, mais c'est les INS. Les signes radiographiques d'une spondylarthrite ankylosante, la réponse fausse. Mise au carré des vertèbres juste, sacroiliite juste. Un blindage postérieur du calcanéum juste. Calcification discale et des géodes à l'emporte-pièce. Là, je sais pas. Géode à l'emporte-pièce, non. Calcification discale, vous allez la cocher ou pas.
Les anomalies biologiques qui peuvent être objectivées au cours de la spondylarthrite ankylosante, CRP élevé, oui. VS élevé, oui. HLA-B27 négatif, ça se peut, oui. Un pic monoclonal électrophorèse des protéines sériques, oui. Donc, je sais pas, je dirais anémie inflammatoire. Parmi les traitements suivants de la spondylarthrite ankylosante, lequel on va donner en première intention dans la pharmacopée sans même réfléchir, c'est les INS. Et puis on vous dit quelle proposition parmi les suivantes pour la spondylarthrite ankylosante. Son diagnostic repose une partie sur la mise en évidence d'auto-anticorps. Non, c'est faux. Elle touche plus fréquemment les hommes que les femmes, c'est juste. C'est une pathologie inflammatoire qui aboutit à la destruction de l'articulation, oui. Les formes sévères aboutissent à l'ankylose, oui. Elle est plus fréquente chez les sujets porteurs des molécules complexes majeures. Oui, donc c'est la première qui est fausse. Les signes radiographiques d'une spondylarthrite ankylosante, donc on avait dit, je pense ce qui est faux, c'est le liseré calcique, c'est plus la goutte. Les géodes aussi, on n'en a pas parlé. Et les calcifications discales aussi, on n'en a pas parlé. Recherche du HLA-B27 au cours de la spondylarthrite ankylosante. Donc, il n'est pas indispensable au diagnostic, c'est faux. Donc, la deuxième, elle est juste. Il n'est pas indispensable pour le diagnostic. Il peut être négatif, c'est juste. Il conforte le diagnostic dans les situations douteuses, oui. Donc, vous avez la B, la C et la D qui sont justes. Parmi les traitements suivants de la spondylite, lesquels les premières intentions, c'est les INS. À quoi correspond plus souvent l'épisode des nœuds rouges douloureux, c'est l'UV antérieur aigu, très bien. Et les signes cliniques en faveur d'une spondylarthrite ankylosante. Vous avez une réponse qui est fausse. Donc, les lombosciatagies, on a dit, c'est juste. L'étalalysie, c'est juste. L'oligoarthrite asymétrique, c'est juste. Doigt en boutonnière, non, c'est plus polyarthrite rhumatoïde. Et dactylis, c'est juste. Très bien. Les manifestations extra-articulaires au cours de la spondylarthrite ankylosante, vous avez donc extra-articulaire, l'uveitis antérieur aigu, c'est juste. Syndrome restrictif à l'EFR, c'est juste. Psoriasis, c'est juste. Maladie de Crohn, c'est juste. Mais nodule rhumatoïde, on n'en a pas parlé.